Le mode d'exécution du drainage lymphatique ne met en action que des variations de pression. La spécificité du drainage lymphatique vient de la localisation de ces pressions, de leur direction, de leur amplitude, de leur fréquence et de leur répétition d'application. Ces pressions s'exercent sur l'ensemble de l'arbre lymphatique, y compris les ganglions. La direction suit globalement celle du flux lymphatique sous-jacent. La pression maximum ne doit pas dépasser 30 mm de mercure par centimètre carré, soit environ 40 grammes par centimètre carré. La fréquence amenant une réponse maximum du système se situe aux environs d'une pression par seconde. Cela correspond grossièrement au rythme cardiaque. Chaque manœuvre durera environ 1 seconde pour l'ensemble du temps actif et du temps de retour. La répétition des pressions varie suivant la localisation. Au niveau d'un ganglion, le travail s'effectue 7 fois sur place. Au niveau d'un collecteur, on effectue 3 à 5 passages, comprenant chacun plusieurs pressions. À la suite d'une série de passages, il est souvent nécessaire de recommencer un pompage, cette fois sur place au niveau des ganglions. Puis, nous recommençons une série de 3 à 5 passages. En appel, nous commençons toujours par les ganglions et nous finissons par les collecteurs. Les chiffres de 7 pressions sur place et de 3 à 5 passages ont été obtenus par l'expérience des professionnels. Ils correspondent à l'effet optimum recherché. Toutes les difficultés technologiques du drainage résident dans l'association correcte de pression et de direction variable. Quelle que soit la technique utilisée, le cycle de travail est le suivant. Tout d'abord, prise de contact avec la peau. Nous devons exercer la pression minimum nécessaire au maintien du contact sans modifier la pression des tissus. Cette pression sera appelée pression initiale. Nous vous demandons de bien vous souvenir de ce terme de pression initiale auquel nous ferons référence tout au long des cours. Il faut avoir la main souple. Il faut imaginer que l'on pose la main sur la fontanelle d'un bébé. Il ne faut pas faire bouger la peau par la prise de contact. Relâchez au maximum les tensions du bras de façon à obtenir une pression initiale la plus douce possible. Il est indispensable que le bras du praticien soit le plus détendu possible. Après la prise de contact,
Le deuxième temps consiste en une augmentation progressive de la pression jusqu'à un maximum de l'ordre de 40 grammes par centimètre carré, puis un relâchement subit. Le relâchement nous ramène à une pression initiale sans avoir quitté le contact avec la peau. La durée du temps de pression est de l'ordre de 7/10 de seconde pour un temps de relâchement de 3/10 de seconde. Ces chiffres sont théoriques et doivent vous permettre de prendre conscience du rapport entre le temps de travail actif et le temps de relâchement. Il s'agit d'un ordre de grandeur, 7/10 pour la pression, 3/10 pour le relâchement. La direction de la pression exercée n'est pas strictement perpendiculaire au tissu. Au déplacement vertical des doigts s'associe une composante de translation dans le sens du flux lymphatique. Le mouvement est montré ici avec un glissement sur la peau afin de mieux objectiver cet effet. Dans la pratique, ce glissement ne doit jamais se manifester. Le déplacement est le suivant. Le mouvement global prend la forme d'une virgule. Le relâchement, le retour au point de départ et à la pression initiale se font uniquement par l'arrêt de la pression active. Cet arrêt doit être brusque. Le retour n'est assuré que par l'élasticité des tissus. C'est un retour passif. Il ne faut pas accompagner ce retour. Il se fait tout seul. Dès la fin de la pression maximum, la main ne doit plus exercer que la pression initiale. Celle-ci suffit à maintenir le contact. L'élasticité des tissus ramène la main à la position de départ. Quelle que soit la technique utilisée, à aucun moment le point de contact ne doit glisser sur la peau. Ne jamais faire comme ceci. Il ne faut pas glisser, mais pomper comme cela. L'ensemble du mouvement actif en virgule et du mouvement de retour décrit globalement une ellipse. Le grand axe de cette ellipse doit être parallèle au trajet lymphatique sous-jacent. Quelles que soient les manœuvres qui seront utilisées et quel que soit leur emplacement, les règles que nous venons d'énoncer devront être appliquées de façon rigoureuse, faute de quoi le drainage perdra toute son efficacité. N'oubliez jamais que les pressions devront toujours être très légères, tel l'oiseau sur la branche. N'hésitez pas à vous repasser plusieurs fois ce paragraphe de généralité. Pour obtenir un drainage correct, vous devez impérativement être imprégné de toutes les remarques que nous venons d'énoncer. Nous commençons l'étude des manœuvres de drainage par la manœuvre dite de pression-pompage du bout des doigts. Le but de cette manœuvre est de solliciter très localement les ganglions. Cette manœuvre s'applique par exemple aux ganglions inguinaux.
Pour effectuer cette manœuvre, la main du praticien doit être ouverte, les doigts tendus et accolés. Le contact s'effectue par la pulpe du bout des doigts. Les doigts sont posés perpendiculairement au tissu à mobiliser. Nous les voyons ici bien perpendiculaires au tissu. La prise de contact s'effectue sans dépasser la pression initiale. Nous vous rappelons que la pression initiale correspond à la pression minimum nécessaire pour garder le contact des doigts sur la peau sans glisser ni pénétrer dans les tissus. La prise de contact effectuée, le mouvement proprement dit se décompose en deux temps. Premier temps, pression progressive. Deuxième temps, relâchement soudain. La pression s'effectue par un appui progressif dans l'axe des doigts, c'est-à-dire dans le prolongement des doigts. Le relâchement est soudain, rapide. Il permet d'obtenir le retour à la pression initiale grâce à l'élasticité des tissus. C'est le tissu qui reprend sa place, repoussant ainsi la main et non la main qui recule volontairement. À aucun moment, les doigts du praticien ne doivent quitter la peau du sujet. Après vous avoir montré cette manœuvre lentement, nous vous la montrons à vitesse normale. La pression se fait dans l'axe des doigts, dans le prolongement des doigts. Le mouvement se fait par une pulsion qui prend son origine au niveau de l'épaule. Regardez bien le travail de l'épaule. C'est l'ensemble du bras qui bouge dans un même temps. La main reste rigide sur l'avant-bras qui travaille toujours dans le même plan. La main reste bien rigide sur l'avant-bras. Pour effectuer le mouvement correctement dans sa totalité, il faut y inclure une composante en virgule dans le sens du flux lymphatique sous-jacent. Nous vous montrons cette composante de façon très exagérée, afin que vous puissiez observer la direction vers laquelle elle s'applique, dans le sens du flux lymphatique sous-jacent, c'est-à-dire vers le bas. En réalité, il ne faut faire que l'amorce du mouvement, comme ceci. C'est à peine visible, mais notez bien le mouvement des doigts. Vous pouvez observer une impulsion donnée à chaque pénétration dans le sens du flux lymphatique. Nous vous montrons maintenant le mouvement en virgule de façon exagérée et ici la manœuvre normalement effectuée. À chaque fois que nous parlerons de pression en virgule, il s'agira, comme ici, de l'amorce du mouvement d'une virgule. Mais bien souvent, nous la montrons d'une façon exagérée, afin que vous puissiez observer le sens de son application.
Attention! Afin d'éviter les erreurs fréquentes, faites particulièrement attention aux détails suivants. Relâchez complètement la pression. Il faut revenir rapidement à la pression initiale. Évitez de perdre le contact. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ne perdez pas le contact avec le sujet. Respectez la pression tissulaire et le rythme du mouvement. N'oubliez pas la composante en virgule orientée dans le sens du flux lymphatique. N'enfoncez pas les doigts trop profondément. En ce moment, le mouvement est incorrect. Voici le mouvement effectué avec la pression correcte. Notez bien la différence de dépression des tissus. Ne décollez surtout pas les doigts de la peau. Vous ne devez jamais perdre le contact avec les tissus. Faites bien comme ceci. Pression, relâché brutal, sans perdre le contact. Faites bien la poussée en virgule dans le sens du flux. Il faut bien suivre la direction du flux lymphatique comme ceci. Ne faites pas comme cela. N'appliquez pas la pression en sens inverse. Faites bien comme ceci. Évitez de plier les doigts. Ne faites pas comme ceci. Il faut que les doigts restent bien tendus et accolés. Faites bien comme cela. Si vous avez bien suivi ces recommandations, vous êtes en mesure d'effectuer tout à fait correctement la manœuvre du pompage du bout des doigts. Pour vous aider à mieux la retenir, nous vous la remontrons une dernière fois dans sa totalité. Cette manœuvre a pour but une sollicitation très localisée d'une portion réduite de collecteur. Nous allons vous montrer son application au niveau des bords de la rotule. Pour cette manœuvre, la main du praticien est ouverte et il n'utilise que la pulpe de la dernière phalange du pouce. Le contact s'effectue sans dépasser la pression initiale. Le mouvement est réalisé par une pression du pouce, suivie d'un relâchement brutal.
Durant la phase de pression, nous ajoutons une composante en virgule dans le sens du flux lymphatique sous-jacent, c'est-à-dire vers la cuisse. L'impulsion part du pouce, seul le pouce et la main participent au travail. Ce retour est toujours assuré par l'élasticité des tissus. Le mouvement global forme une ellipse grossière. Le relâchement de la pression est vif. Cette manœuvre s'effectue soit à une main, soit à deux mains alternativement. Pompé, 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 pompé. Nous vous montrons la manœuvre au ralenti. Comme nous n'agissons pas sur des ganglions, mais sur une partie de collecteur, nous déplaçons le contact après chaque pression. Afin d'éviter les erreurs fréquentes, faites particulièrement attention aux détails suivants. À la fin du mouvement, relâchez brusquement la pression sans vouloir induire le mouvement de retour. Ne faites pas comme ceci. N'exagérez pas le retour. Le retour ne s'effectue que grâce à l'élasticité des tissus. Notez bien le mouvement en ellipse. Nous vous remontrons une nouvelle fois la manœuvre correcte dans sa totalité à vitesse normale. Entraînez-vous à exécuter la manœuvre de la main droite, puis de la main gauche. Attendez de bien posséder les automatismes de chaque main avant d'utiliser la manœuvre alternée à deux mains. Nous allons étudier la manœuvre dite pression-pompage des 4 doigts tendus, que l'on appelle couramment 4 sur 4. Le but de cette manœuvre est de solliciter une large zone ganglionnaire ou un ensemble de collecteurs
sur une surface de dimension moyenne. Nous vous présentons la manœuvre appliquée ici au niveau du triangle de Scarpa. Pour effectuer cette manœuvre, la main doit rester ouverte, les doigts bien tendus et accolés. Le contact s'effectue par la pulpe des 3 phalanges des 4 derniers doigts. La main du praticien est posée bien à plat sur la paume et exerce le plus large contact possible avec l'ensemble de la pulpe des 4 doigts. Le mouvement se compose en 2 temps. D'abord, la main exerce une pression progressive, les doigts restant bien à plat. Ce relâchement est soudain et brusque. Le retour s'effectue grâce à l'élasticité des tissus. Premier temps, la main exerce progressivement la pression. Deuxième temps, la main cesse brusquement d'exercer la pression sans perdre le contact avec la peau. La pression en virgule est associée au mouvement au cours du premier temps, pendant que la main exerce la pression. La poussée en virgule se fait comme toujours dans le sens du flux lymphatique sous-jacent. Nous vous montrons maintenant la manœuvre effectuée dans sa totalité à vitesse normale d'exécution. Pour effectuer cette manœuvre, le geste doit partir du coude et de l'épaule sans aucun mouvement du poignet. Cette manœuvre peut s'effectuer indépendamment avec l'une ou l'autre main. Entraînez-vous de façon à obtenir la même habileté de chaque main. Nous pouvons utiliser également les 2 mains simultanément. Les 2 mains accolées travaillent exactement de la même façon et réalisent un ensemble de 8 doigts opérant simultanément. Notez bien le retour passif jusqu'à la position initiale. Prenez bien conscience de l'impulsion en virgule. Afin d'éviter les erreurs fréquentes, faites particulièrement attention aux détails suivants. Ne laissez pas votre main glisser sur la peau. Ne faites pas comme ceci.
Faites bien comme cela. Ne laissez pas fléchir votre poignet. Ne pliez pas les doigts. Le poignet reste bien rigide. Effectuez le mouvement en utilisant tout le bras. À deux mains, le mouvement reste identique. Le mouvement doit bien partir des épaules. Dès que vous pensez avoir acquis l'automatisme du mouvement, entraînez-vous 10 minutes, puis repassez la séquence pour comparer vos mouvements avec ceux du praticien. Il importe que tous les défauts et erreurs soient corrigés dès le début de votre entraînement. Nous utilisons cette technique pour agir sur les vaisseaux collecteurs. C'est le cas au niveau de la cuisse. Notre contact s'effectue par les éminences ténard et hypoténare, ainsi que la pulpe des 4 doigts. La résultante de notre pression est orientée suivant la diagonale de la paume de la main. Cette direction devra se superposer à celle des vaisseaux lymphatiques intéressés. Une fois le contact effectué, nous abaissons le coude et le poignet vers l'arrière, tout en contractant la paume de la main. Nous cherchons à rapprocher les éminences ténard et hypoténare. Les doigts suivent cette contraction sans la déclencher. Le mouvement prend son origine dans la paume et non dans les doigts. Remarquez bien le travail du bras. Nous obtenons une abduction de la main par une descente du poignet associée au travail de l'avant-bras. La pression est bien obtenue par le rapprochement des éminences ténard et hypoténare
et non par l'opposition entre le pouce et les doigts. La résultante des pressions exercées suit la bissectrice de l'angle aigu formé par les éminences ténard et hypoténare. Cette direction doit correspondre à l'orientation du flux lymphatique sous-jacent. La pression n'est obtenue que par la contraction des éminences ténard et hypoténare. Secondairement, elle est aidée par l'action de l'auriculaire et du bord cubital de l'annulaire. Le reste des doigts est en contact, mais n'augmente pas la pression initiale. Il s'agit d'une pression par appui postérieur et non d'un soulèvement par pincement. Comme toujours, la pression s'arrête brusquement et la main revient passivement à la position de départ. Faites particulièrement attention aux détails suivants. Ne resserrez pas les doigts. Faites comme cela. Ne soulevez pas les tissus. Faites bien comme ceci. Évitez également de glisser la main en avant ou en arrière. Ne faites pas comme ceci. Faites bien comme cela. Remarquez bien la bascule radiale de la main, dont le mouvement ressemble à celui d'un ouvre-boîte. Le pouce est juste posé sur la peau. La pression s'échappe par le premier espace interosseux.
nous vous montrons une nouvelle fois la manœuvre complète dans son ensemble à la vitesse normale d'exécution. Cette manœuvre étant plus complexe que les précédentes, nous revenons sur les points essentiels à assimiler pour la réaliser correctement. Recherchez la bonne position de votre main sur la cuisse du sujet, de telle façon que la bissectrice de l'angle formé par les éminences ténard et hypoténare corresponde avec la direction du flux lymphatique. La main est creuse, le pouce est en abduction et en antépulsion. Le poignet est en légère inclinaison cubitale. La paume de la main n'est pas en contact avec le sujet. La pression s'effectue par les éminences ténard et hypoténare, le 5e doigt et le bord cubital du 4e doigt, mais non par la paume. Le mouvement est réalisé en bascule de la main vers l'arrière par l'appui du talon de la main. Cet appui est accru par le mouvement du coude. Cette manœuvre est une répétition de la manœuvre que nous venons de voir, complétée par un drainage effectué par un mouvement propre du pouce. Tout comme la manœuvre précédente, celle-ci a pour but le drainage des collecteurs lymphatiques. Dans le vide, nous voyons très bien le travail du pouce, ajouté à la pression pompage de la main et des doigts. La position de la main et les points de contact sont identiques. Il s'agit du pouce, de la pulpe des doigts, des éminences ténard et hypoténare. La paume de la main est creuse et ne touche pas la peau du patient. Le mouvement est identique au précédent. La seule différence vient du fait qu'on lui ajoute un mouvement propre du pouce. Le pouce effectue isolément une pression pompage qui s'ajoute simultanément à la pression pompage de la main et des doigts. Cela donne un appui progressif avec le talon de la main, un contact plus ferme au niveau du 1er et du 5e doigt, ajouté à un mouvement circulaire du pouce. Cette manœuvre est complexe et nécessite un certain entraînement pour sa parfaite exécution. Ne cherchez pas à la réaliser avant de savoir effectuer correctement la manœuvre de pression-pompage de la main et des doigts que nous venons de voir au chapitre précédent. Les erreurs à éviter sont les mêmes que pour la pression-pompage de la main et des doigts. Nous vous les rappelons rapidement. Évitez de ramener les doigts. Évitez de soulever les tissus. Évitez les glissades de la main. Enfin, respectez toujours la direction du flux. Mémorisez bien ce geste.
Cette technique a pour but la mobilisation de l'édème associée à une stimulation très active de sa résorption. Il s'agit donc d'une manœuvre rééducative des vaisseaux lymphatiques. Nous vous montrons ici la manœuvre réalisée dans sa totalité. Cette manœuvre résulte d'une action complémentaire et alternative des deux mains. Une main effectue une pression pompage de la main et des doigts, tandis que l'autre effectue une pression pompage des 4 doigts tendus. La coordination de ces deux mouvements ne modifie pas la puissance de chacun d'entre eux, mais change la vitesse d'exécution du geste. La première main effectue la pression pompage de la main et des doigts et maintient cette pression jusqu'à ce que la deuxième main effectue la pression pompage des 4 doigts tendus. On dit que la première main déplace l'édème, tandis que la deuxième le chasse. La première main a une fonction mobilisatrice, la deuxième une fonction stimulatrice du péristaltisme lymphatique. Cette manœuvre complexe présente de nombreux risques d'erreur. Il faudra faire particulièrement attention à la coordination des mouvements. Il faut éviter de relâcher la pression de la première main avant l'action de la deuxième. Ne faites pas comme ceci. Faites comme cela. Il ne faut pas chasser trop tôt avec la deuxième main. Ne faites pas comme ceci. Faites comme cela. Il faut chasser dans le sens du flux lymphatique sous-jacent. Ne faites pas comme ceci. Ni comme cela. Faites bien comme ceci. Le mouvement de chasse de la deuxième main doit être très vif. Cette technique a pour but le drainage spécifique du lymphédème des membres. Pour
cette manœuvre bimanuelle, les mains sont ouvertes, les doigts tendus, les pouces écartés. Les mains se rejoignent de façon à former un anneau autour du membre édémacié. Le contact est limité au bord radial du deuxième doigt, au premier espace interosseux, au bord cubital du pouce. Les mains sont dans le prolongement de l'avant-bras et y restent tout au long de la manœuvre. Il n'y a pas de cassure au niveau du poignet. Les coudes sont écartés et se trouvent au-dessus du plan perpendiculaire à l'axe du membre. Le mouvement s'obtient en abaissant les coudes de façon à les placer dans le plan perpendiculaire à l'axe du membre. Il en résulte une légère pression au niveau des contacts manuels. Chaque bras effectue un mouvement semblable à celui nécessaire au décapsulage d'une bouteille. Les deux bras effectuent ensemble un mouvement de battement d'aile. Nous vous montrons la manœuvre dans le vide. Remarquez bien le synchronisme des deux bras dont les poignets ne plient pas. La pression est augmentée lors de la diminution de l'espace libre entre les mains. Il faut absolument éviter d'exercer une forte pression au niveau de l'édème. Il ne faut pas chercher à refouler l'édème, ni à étrangler le membre. Évitez de faire comme ceci. Ce n'est pas une technique de massage, mais de drainage, donc de stimulation. Faites bien comme cela. La technique, telle que nous venons de la décrire, est la plus pure. Des variantes peuvent y être apportées afin de faciliter son application. Celles-ci ne doivent être envisagées qu'une fois la technique de base bien assimilée. Après avoir pratiqué longuement la manœuvre de base, vous aurez acquis au niveau de la main la perception correcte des pressions nécessaires à un bon drainage. Alors seulement, vous pourrez envisager de modifier votre technique en faisant participer les poignets par exemple.
Nous commençons l'application des techniques par le drainage du cou. Nous vous rappelons brièvement les circuits lymphatiques intéressant le cou. Dans son ensemble, le cou se draine vers la zone rétroclaviculaire. Les chaînes latérales rejoignent directement la zone rétroclaviculaire que nous appelons par commodité le point terminal. Les ganglions parotidiens rejoignent les ganglions formant la chaîne jugulaire interne que nous appelons point profond. Les ganglions sous-occipitaux rejoignent en avant la chaîne jugulaire interne au point profond. De la même façon, les ganglions sous-mandibulaires rejoignent en arrière le point profond. De là, la lymphe descend par les chaînes latérales jusqu'au point terminal. Nous répétons, la lymphe se collecte des ganglions parotidiens vers le point profond, puis descend le long du cou jusque dans la zone rétroclaviculaire. Les chaînes postérieures du crâne se collectent vers l'avant en suivant la ligne sous-occipitale et rejoignent les chaînes latérales du cou. Afin de bien visualiser les différents trajets lymphatiques, nous allons vous présenter sur une animation les différents circuits qu'emprunte la lymphe au niveau du cou. Celle-ci se collecte globalement au niveau des ganglions rétroclaviculaires que nous appelons le point terminal. La naissance de la chaîne jugulaire interne, appelée point profond, se situe en dessous de l'oreille, en arrière de la mandibule. De là, la lymphe descend latéralement par deux trajets principaux situés de part et d'autre du muscle sternocléido-mastoïdien pour rejoindre la partie interne de la zone rétroclaviculaire. De la même façon, une chaîne descend plus postérieurement le long du trapèze et rejoint la partie externe de la clavicule. L'ensemble de la lymphe se collecte à la partie interne de la zone rétroclaviculaire appelée point terminal. Conservez bien en mémoire les trois trajets principaux de la lymphe et du cou, ainsi que son évacuation au niveau du point terminal. Une fois ces trajets bien acquis, nous pouvons aborder le drainage lymphatique du cou. Nous commençons par une manœuvre d'appel au niveau du point terminal. Nous utilisons pour cela
la technique du bout des doigts tendu, le contact s'effectue par la pulpe du bout des doigts. La pression est verticale. Nous couvrons ainsi toute la surface rétroclaviculaire, délimitée en avant par la clavicule et en arrière par le trapèze. Nous effectuons les pompages 7 fois sur place, puis nous déplaçons nos mains de façon à couvrir toute la zone. Remarquez bien le travail effectué par la pulpe des doigts tendus. La main reste légère. Nous vous rappelons qu'en fin de pression, lors de la phase de relâchement, les doigts restent en contact avec la peau sans appuyer sur celle-ci. C'est la pression dite initiale. Pompez, 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 pompez. Cette manœuvre effectue un appel au niveau des lymphatiques terminaux. Après cet appel, nous drainons le cou proprement dit à l'aide de la technique des 4 doigts tendus, 4 sur 4. Cette manœuvre appréhende toutes les chaînes lymphatiques du cou. Remarquez bien la pression dirigée dans le sens du flux, c'est-à-dire vers la base du cou. Nous sommes sur des chaînes ganglionnaires. Nous effectuons donc cette pression sur place avant de déplacer nos mains. Nous drainons ainsi l'ensemble du cou. Notez bien le retour de la main. Il n'est assuré que par l'élasticité des tissus. Il n'y a pas de mouvement de retour actif. La main presse les tissus, le retour se fait passivement. Nous traitons ensuite les ganglions parotidiens à l'aide de la technique en fourchette. L'index et le majeur se placent en avant de l'oreille, alors que l'annulaire et l'auriculaire se trouvent en arrière. Nous abordons ainsi l'ensemble du paquet ganglionnaire parotidien. Les deux mains travaillent simultanément. La pression est dirigée vers le bas. Ce mouvement semi-circulaire ressemble à celui d'une bielle de locomotive. Nous chassons la lymphe vers le point profond. Comme toujours, le retour se fait passivement. Nous traitons maintenant la chaîne sous-mandibulaire. Nous commençons à sa partie la plus postérieure à l'aide de la pulpe des doigts tendus. Les pressions sont dirigées en haut et en dehors vers le point profond. Placez bien vos doigts en dedans de la mandibule et non sur l'os mandibulaire. Il s'agit de chaînes ganglionnaires. Nous effectuons donc cette pression sur place avant de déplacer notre contact. Nous travaillons en appel du point profond vers le menton.
pompé, 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 pompé. Il est parfois plus facile de se placer à la tête du sujet. La technique employée et les mouvements restent identiques. La pulpe des doigts est placée en dedans de la mandibule, sur les parties molles et non pas sur l'os. La pression est dirigée en arrière vers le point profond. Les 4 doigts exercent une pression identique. Pompé, 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 pompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on déplace les doigts. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette position, nous traitons ensuite les chaînes sous-occipitales. Nous commençons par un appel près du point profond. La tête repose dans les mains. La pulpe des doigts se trouve sous la ligne occipitale. Les mains forment une coupole. La pression s'effectue en haut et en avant vers les oreilles. Nous vous montrons le mouvement dans le vide afin que vous puissiez bien le visualiser. Les mains travaillent simultanément, les doigts basculent en haut et en dehors. Nous vous rappelons que les doigts ne glissent pas sur la peau. Nous vous remontrons sur le sujet. Remarquez bien la direction de la pression et notez que les doigts ne glissent pas sur la peau. C'est la peau qui glisse par rapport au plan profond. Nous couvrons ainsi toute la zone sous-occipitale par groupe de 7 pressions successives. Nous travaillons pour l'instant en appel. Nous allons du point profond vers l'arrière de la tête. Et évidemment, lors du travail en chasse, nous nous déplacerons vers le point profond. Notez bien le mouvement de nage effectué par l'extrémité des doigts. Lors de la chasse, nous suivons les mêmes trajets, de l'arrière du crâne vers le point profond, puis latéralement
le long du cou jusqu'au point terminal. Nous pouvons également appréhender le cou en position ventrale. Dans cette position, nous abordons facilement les chaînes latéraux-postérieures du cou, ainsi que les chaînes postérieures du crâne qui vont rejoindre le point profond, puis le point terminal. Lorsque nous effectuons un drainage du cou, il n'est pas indispensable de travailler une fois sur le ventre et une fois sur le dos. Nous utiliserons la position la plus favorable en fonction du travail général. Le drainage commence toujours par un appel au niveau du point terminal à l'aide des 4 doigts tendus. Ce travail s'effectue comme précédemment par série de 7 pressions sur place. Nous couvrons ainsi toute la zone rétroclaviculaire. Cette manœuvre est très importante car elle sollicite les collecteurs de l'angle de pyrogos, c'est-à-dire au niveau de l'abouchement lympho-veineux. Nous enchaînons par la manœuvre des 4 doigts tendus posés sur les chaînes latérales du cou. Les 2 mains travaillent simultanément. La pression est orientée vers la base du cou. En appel, nous commençons par cette pression à la base du cou. Puis, nous remontons pour effectuer cette pression sur la partie supérieure du cou. Nous répétons ces manœuvres plusieurs fois. Nous continuons par les chaînes sous-occipitales à l'aide de la pulpe des doigts. Nous nageons en haut et en dehors. La pulpe des 4 doigts est en contact avec l'occiput. Les pressions sont douces. Les doigts ne glissent pas sur la peau et ne perdent jamais le contact avec celle-ci. Nous couvrons ainsi toute la zone sous-occipitale. Nous vous remontrons dans le vide la façon dont les mains travaillent.
Nous vous avons montré le mouvement de façon exagérée, mais durant le travail, vos doigts doivent glisser avec la peau et non pas sur la peau. Après le travail d'appel le long des chaînes sous-occipitales, nous drainons la partie supérieure du crâne. Nous utilisons la technique de la main, des doigts et du pouce. Les lymphatiques de la région située en arrière du sommet du crâne rejoignent directement la chaîne sous-occipitale. Nous suivons donc leur trajet. Les doigts et le pouce nagent simultanément dans le sens du flux lymphatique. Cette technique ressemble au mouvement d'un ouvre-boîte. Nous couvrons ainsi toute la zone postérieure du crâne, en appel puis en chassé. Nous reprenons ensuite la lymphe dans la chaîne sous-occipitale et nous l'accompagnons vers le point profond. Nous refaisons ensuite quelques pressions en chassé jusqu'au point terminal. Le drainage du cou est ainsi terminé. La lymphe du visage aboutit au point terminal rétroclaviculaire. Le traitement du visage sera toujours précédé par un drainage complet du cou. Les chaînes ganglionnaires parotidiennes, les chaînes sous-occipitales, ainsi que les chaînes sous-mandibulaires collectent l'ensemble de la lymphe du visage et se regroupent en dessous de l'oreille dans la chaîne jugulaire interne avant de descendre le long du cou. Les vaisseaux du front rejoignent les tempes, puis les ganglions parotidiens pour descendre le long du cou jusqu'au point terminal. Les lymphatiques du visage s'organisent suivant deux territoires séparés par une ligne théorique tirée de la racine du nez à l'angle de la mandibule. Toute la partie supérieure à cette ligne
se collecte vers les ganglions parotidiens. La partie inférieure se draine verticalement vers les chaînes sous-mandibulaires. Le front se draine vers les tempes, puis vers les ganglions parotidiens. La lymphe des paupières se draine vers le coin externe de l'œil, puis rejoint les ganglions parotidiens. Rappelez-vous bien que la partie supérieure se draine vers les parotidiens, alors que la partie inférieure se draine vers les ganglions sous-mandibulaires. D'une façon générale, les lymphatiques rejoignent toujours le plus directement possible les ganglions de leur territoire. Nous allons revoir en détail les différents trajets lymphatiques du visage. Visualisez bien la ligne qui sépare le visage en deux parties. Elle part de la racine du nez et rejoint l'angle de la mandibule. Les ailes du nez et les joues se drainent parallèlement à cette ligne vers les ganglions sous-maxillaires. Les lymphatiques rejoignent le plus directement possible les ganglions sous-mandibulaires. Les ganglions sous-mandibulaires véhiculent la lymphe vers le point profond, situé sous l'oreille. Notez bien le sens de la lymphe qui descend le long des joues, puis rejoint le point profond. Les paupières se drainent vers le coin externe de l'œil et se collectent au niveau des ganglions parotidiens, situés en avant de l'oreille. La lymphe de la partie supérieure des joues rejoint directement les ganglions parotidiens. Le front se draine latéralement
vers les ganglions temporaux. De là, elle rejoint les ganglions parotidiens. Notez bien le mouvement général de la langue qui s'écoule de la partie médiane du langage vers les oreilles. La partie située en arrière de la ligne verticale, passant par l'oreille, se draine directement vers les ganglions sous-occipitaux. De là, la lymphe rejoint le point profond. Notez bien ces différents trajets. Le nez, les joues et le menton se drainent par les ganglions mandibulaires. Le front, les yeux se drainent vers les ganglions parotidiens. La partie postérieure du crâne se draine vers les ganglions sous-occipitaux. Ces trois chaînes se collectent au niveau du point profond avant de descendre latéralement le long du cou jusqu'au point terminal. Mémorisez bien ces différents trajets. Ils sont indispensables pour votre pratique quotidienne. Le drainage du visage s'effectue en position couchée. Nous commençons par un traitement complet du cou. Nous vous rappelons que celui-ci comprend des pompages au niveau du point terminal, de façon à appeler la lymphe dans la zone terminale. Il faut couvrir toute la zone rétroclaviculaire en insistant sur la partie interne. Prenez votre temps pour effectuer ce travail, le drainage du visage n'en sera qu'amélioré. Après le point terminal, nous travaillons les chaînes latérales du cou. Nous faisons des passages en appel. Nous commençons par la base du cou pour terminer sous la tête. Nous stimulons ensuite les ganglions parotidiens à l'aide de la prise en fourchette. Nous dirigeons notre pression vers le point profond.
Après ces manœuvres préparatoires, nous abordons le drainage du visage proprement dit. Nous nous asseyons à la tête du sujet et nous commençons par drainer, à l'aide de la pulpe des 4 doigts, la chaîne sous-mandibulaire. Nous partons du bord externe, puis nous nous rapprochons de la symphyse mentonnière de façon à obtenir un appel de la lymphe dans la chaîne ganglionnaire. Prenez bien soin de placer la pulpe de vos doigts en dedans de l'os mandibulaire. Cette manœuvre effectue un appel de toute la lymphe de la partie basse du visage, du menton, des lèvres, du nez et de la partie basse des joues. Les pressions sont dirigées vers le sommet du crâne et orientées en dehors, vers le point profond. Il s'agit d'une chaîne ganglionnaire. Nous travaillons 7 fois sur place avant de déplacer notre contact. Nous abordons ensuite la chaîne sous-occipitale. La pression s'effectue par la pulpe des 4 doigts. Les mains forment une coupole sous la tête. Les pressions sont orientées vers le sommet du crâne et légèrement vers l'oreille, c'est-à-dire vers le point profond. Nous effectuons 7 pressions sur place, puis nous déplaçons nos contacts de façon à couvrir toute la chaîne sous-occipitale. Nous traitons le menton à l'aide de la pulpe des index. Nous effectuons plusieurs passages en appel en remontant de la mandibule vers les lèvres. Nous effectuons plusieurs passages en appel de façon à couvrir toute la partie inférieure du visage. Les pressions sont orientées en profondeur et vers le bas du visage, de façon à diriger la lymphe vers les ganglions sous-mentonniers. Les doigts sont posés perpendiculairement aux lymphatiques sous-jacents. Nous effectuons ainsi plusieurs passages en appel. Les pressions sont douces et rythmées. Le retour est assuré par l'élasticité du tissu. L'appui provoque une dépression du tissu. Après ces passages en appel, nous effectuons les manœuvres de chasse. Nous conservons la même technique, nous suivons les mêmes trajets, et cette fois-ci dans le sens du flux lymphatique. Nous partons des lèvres pour guider la lymphe vers les ganglions sous-mentonniers. Remarquez bien que les doigts ne glissent pas sur la peau.
Le temps actif est effectué par l'appui des doigts. Le relâchement de la pression permet le retour passif des tissus à leur position initiale. Nous traitons ainsi les lèvres et le menton. Nous abordons ensuite la partie inférieure des joues et le nez en appel. Nous partons de l'angle de la mandibule et nous remontons avec la pulpe de l'index et du majeur jusqu'à la racine du nez. Les pressions s'effectuent en profondeur et vers le bas du visage. Après 3 ou 4 passages en appel, nous suivons les mêmes trajets en chassé. Nous descendons alors, avec la lymphe, vers le bas du visage. Nous vous rappelons que les principes du drainage sont d'effectuer des pressions sur place au niveau ganglionnaire afin d'effectuer un appel dans la chaîne, puis 3 ou 4 passages en appel en remontant les collecteurs vers les lymphatiques initiaux. Enfin, plusieurs passages en chasse des lymphatiques initiaux vers les ganglions. Nous abordons ensuite le travail des ailes du nez. Nous utilisons la pulpe d'un seul doigt en remontant du sillon nasopalpébral à l'arête du nez. Nous effectuons 3 passages, les uns au-dessus des autres, afin de couvrir toute la surface du nez. Nous suivons ensuite le même trajet en chasse, de l'arête du nez vers les joues. Pour obtenir un bon résultat, il est indispensable de suivre rigoureusement les différentes phases que nous vous décrivons. Vos pressions doivent rester très légères, vous serez toujours tenté d'appuyer trop fort. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais ils seront très efficaces si vous les appliquez scrupuleusement. Après avoir drainé le nez, nous effectuons à nouveau quelques passages en chasse le long des joues, afin de vider la lymphe récoltée au niveau du nez vers les ganglions sous-mandibulaires.
Après avoir mobilisé la lymphe vers les ganglions, nous effectuons à nouveau quelques pressions en chasse. Nous guidons ainsi la lymphe vers le point profond. La technique utilisée reste toujours les pressions sur place. De façon générale, nous terminerons toujours le traitement d'une zone par une manœuvre chassée globale, partant de la zone distale vers les collecteurs, puis vers les ganglions terminaux. Nous insistons au niveau du point profond. Nous continuons le traitement du visage par la stimulation des ganglions parotidiens à l'aide de la prise en fourchette. Nos pressions sont symétriques et dirigées en bas et en dedans. Nous commençons par les ganglions parotidiens, car ils collectent toute la lymphe de la partie supérieure du visage. Nous effectuons ensuite plusieurs passages en appel, partant des ganglions parotidiens, remontant vers le coin externe de l'œil, puis suivant toute la paupière inférieure jusqu'à la racine du nez. Nous n'utilisons que la pulpe d'un seul doigt. Les pressions sont dirigées vers le point externe de l'œil. Nous travaillons actuellement en appel, c'est-à-dire en remontant le flux lymphatique. Les pressions sont très douces, les doigts ne glissent pas sur la peau. Après 3 ou 4 passages en appel, nous effectuons des pompages très doux sur le coin interne de l'œil. Ces pressions sont strictement verticales. Nous reprenons ensuite les mêmes trajets en chassant la lymphe vers les ganglions parotidiens. Notez bien la position des mains et leur déplacement.
Les mouvements sont très doux, lents et réguliers. Nous travaillons ensuite la racine du nez à l'aide d'une prise spéciale. Notez bien la position des doigts. L'index et le majeur d'une main sont placés sur la racine des sourcils et tractent légèrement vers le haut, alors que le pouce et l'index de l'autre main basculent le nez vers le bas. Cela donne l'impression de vouloir descendre le nez en l'écartant du front. Ces pressions sont très douces. Nous continuons par des pianotages sur la paupière supérieure. Remarquez bien le mouvement ondulatoire d'un doigt sur l'autre. Ces pressions sont très douces car elles s'appliquent au niveau des yeux. Nous abordons ensuite les sourcils par une manœuvre d'appel effectuée par une bascule du pouce et de l'index en suivant toute l'arcade sourcilière. Nous maintenons le sourcil entre le pouce et l'index, la main est ferme. Nous effectuons une bascule de toute la main autour du contact des pouces, ce qui entraîne une pression en coin le long des sourcils. Nous suivons l'arcade en appel, puis en chasse. La pression des pouces et des index correspond à l'ascension des coudes. Nous continuons par un drainage d'appel du front, des ganglions temporaux vers le milieu du front. Nous utilisons la pulpe des 2 ou 3 doigts tendus. Notre pression est dirigée vers les ganglions temporaux et parotidiens. Nous effectuons ainsi 3 passages. L'un au-dessus de l'arcade, l'autre au milieu du front, le troisième à la racine des cheveux. Après quelques passages en appel, nous suivons les mêmes trajets en chasse. Nous refoulons ainsi la lymphe du front vers les ganglions temporaux puis parotidiens.
le sens du flux lymphatique. Nous nous servons de toute la main pour faire un ou deux passages globaux en charge. Nous enchaînons avec une manœuvre de stimulation de l'arcade sourcilière et des tempes. Nous posons le pouce sur la racine des sourcils, nous basculons nos mains en roulant le long de l'arcade et nous finissons par un appui de toute la main sur la joue, au niveau des ganglions parotidiens. Ce mouvement est très doux et relativement rapide. Il stimule globalement la lymphe du visage. Nous faisons ensuite quelques pressions sur place au niveau des ganglions parotidiens et temporaux en utilisant toute la surface de la main. Nous finissons le drainage du visage par un balayage superficiel. Cette manœuvre n'est pas une technique de drainage proprement dite, mais une manœuvre de détente et de stimulation des tissus cutanés. Nous posons les mains à plat sur le visage, nous écartons les mains vers le bas, puis nous glissons par le haut et nous finissons en glissant vers les oreilles. Le traitement du visage est ainsi terminé.